Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gars. Bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois juste avant le concours Lépine, au cours duquel Amadeo, notre protégé italien, inventeur de génie, devait présenter sa dernière création, un ballon installé sur le tableau de bord des voitures, se gonflant en cas de choc. En ce printemps 1933, le jour du fameux concours Lépine était donc arrivé, et quasiment la totalité des habitants du Petit Plaisir avaient pris place à bord du train pour Paris. Les 5 familles que nous avions accueillies au château, car elles ne s'en sortaient plus depuis la crise, ouvraient les yeux grands comme des soucoupes, car les sorties et les distractions leur étaient devenues tellement étrangères qu'elles n'en revenaient pas. C'est Mike, le mari de maman, qui avait décidé d'offrir cette journée à tout le monde, et nous étions donc un groupe d'une quarantaine de personnes à arriver à la porte de Versailles, pour la célèbre foire de Paris qui se tenait au non moins fameux parc des expositions. Cet ancien terrain immense, dédié autrefois à la foire aux bestiaux, était devenu depuis 1923 le lieu d'accueil de toutes les grandes manifestations parisiennes, car il pouvait accueillir des millions de visiteurs. Et nous eûmes l'impression immédiate en arrivant qu'effectivement, il y avait bien des millions de visiteurs. Marie-Antoinette et Flavie, la petite sœur d'Iris qui avait remplacé cette dernière comme nurse chez nous, tenaient fermement les mains des enfants de peur qu'ils ne soient happés par cette marée humaine et engloutis à jamais. Pour ma part, et malgré ses grognements, je tenais d'une main de fer celle de Flora qui, à 13 ans et demi, faisait déjà tourner les têtes de tous les garçons pour son plus grand plaisir et ma plus grande angoisse. Oui, j'avais la mémoire courte me concernant, mais sur ce point glissant. Cette foire de Paris était un théâtre incroyable, dans lequel les gens venus d'horizons totalement différents se côtoyaient. Vous étiez interpellés sans cesse par des camelots qui vous proposaient monts et merveilles, avec des objets révolutionnaires qu'ils maniaient avec tant de dextérité que vous étiez prêts à commander des stocks entiers d'ustensiles divers dont vous n'auriez jamais l'utilité. Toutefois, nous avions découvert au fil des ans durant cette foire des inventions qui avaient bel et bien changé la vie de millions d'utilisateurs. Par exemple, le moulin à légumes qui avait été présenté l'année précédente, sur lequel Sidonie avait foncé et qui allait faire la fortune de son concepteur quelque temps plus tard lorsqu'il baptiserait sa société Moulinex. L'aspirateur, lui aussi, avait fait ses débuts à la foire de Paris plusieurs années auparavant, permettant enfin aux intérieurs de respirer autre chose que la poussière des tapis battus. Bref, cette foire était une mine de trouvailles en tout genre, et malgré cette période de vache maigre et un portefeuille aussi épais que du papier cigarette, les Parisiens s'y étaient de nouveau précipités pour cette édition 1933. Le concours Lépine se tenait dans l'un des carrés spécifiques au centre de l'un des halls d'exposition, et les curieux s'agglutinaient devant les stands. Amadeo avait bien fait les choses, aidé par son mentor énergique en la personne de ma grand-mère Épiphanie. Ils avaient loué un stand gigantesque, afin que l'automobile qu'ils y avaient installée puisse rouler quelques mètres, prendre un peu de vitesse et freiner brutalement, permettant à Amadeo de faire la démonstration du ballon salvateur dans des conditions réelles. Je crois qu'à la fin de la journée, et avant la désignation du vainqueur, il avait dû bien heurter le ballon de plein front une 50aine de fois, prouvant ainsi l'efficacité de son invention, mais luttant de son côté contre une migraine atroce qui lui vrillait les tempes à force de chocs répétés. D'autant plus que la plupart des spectateurs ne voyaient en sa démonstration que le côté comique et non pas son efficacité. Il avait d'ailleurs énormément de succès auprès des enfants qui s'amusaient plus à regarder ce drôle de clown s'écrasant sur un volant que les rangées de petits soldats de plomb sur les stands de jouets. Heureusement, en fin de journée, la cloche salvatrice sonna, annonçant la fin du concours et des délibérations du jury. Amadeo ne tenait plus debout tant la tête lui tournait, mais il espérait de toutes ses forces que ses démonstrations auraient su convaincre le jury que son invention pourrait sauver bien des vies. Hélas, comme beaucoup de génies, il était sûrement en avance sur son temps, et son invention ne suscita pas l'enthousiasme espéré. Il n'obtint malheureusement aucun prix. La première place fut ravie par le créateur d'une poupée qui marchait, prénommée la Louisette, et qui connut un très grand succès. Ma petite Saskia, avec sa sensibilité et son grand cœur, fit comme si elle trouvait la poupée inintéressante pour ne pas peiner Amadeo, mais je voyais cependant ses yeux écarquillés d'envie en la regardant. Rocky, lui, avait tenu le stand d'Amadeo toute la journée auprès d'Épiphanie, et il était dégoûté que son ami n'ait pas gagné. Et il haranguait la foule en disant qu'un jour, toutes les voitures auraient des ballons salvateurs. Le soir venu, toute la troupe repartit vers le bus qui conduisait à la gare Saint-Lazare pour rentrer en Normandie au Petit Plaisir. Épiphanie, qui était venue à l'aller en voiture avec Amadeo le matin même, me prit le bras et me dit qu'elle prendrait le train avec les enfants, et que ce serait une bonne chose que je prenne sa place dans la voiture avec notre inventeur déçu. En effet, me dit-elle, une jeune femme de son âge lui remontera davantage le moral qu'une vieille bique comme moi, même si je lui répète sans cesse qu'un jour ses brevets seront reconnus et lui feront gagner beaucoup d'argent. Une fois que je fus assurée que chacun de mes enfants était sous bonne protection, je pris donc place à côté d'un Amadeo défait dans la voiture qui devait nous ramener au château. Je décidai d'ailleurs de prendre le volant car j'eus légèrement peur qu'il ne pensât à autre chose qu'à la conduite en ressassant des idées noires et qu'il nous mette dans le fossé. Nous étions seuls tous les deux pour la première fois. Et même si son air de chiot battu suscitait toujours en moi une folle envie de le protéger et de le consoler,
Notre proximité physique déclencha soudain un autre genre de sentiment, nettement moins maternel, contre lequel je décidai de lutter de toutes mes forces pour ne pas retomber dans mes travers habituels. Hélas, je n'avais pas eu d'homme dans ma vie depuis un petit bout de temps, et la nature étant ce qu'elle est, une espèce de chaleur picotante commença à envahir mon corps, m'obligeant à faire un effort colossal pour ne pas arrêter la voiture sur le bas-côté et sauter sur mon passager. Mon dernier espoir de rester vertueuse était qu'il n'éprouve quant à lui aucune attirance pour moi et que son indifférence à mon égard refroidisse vite mes ardeurs. Mais nous roulions sur une charmante route de campagne à l'heure du crépuscule, lorsque les nerfs d'Amadeo lâchèrent, soumis à rude épreuve après les chocs physiques qu'il avait encaissés toute la journée et le choc moral de ne pas être lauréat. Il fondit en larmes, et je fus évidemment contrainte de m'arrêter près d'un champ de coquelicots, ô combien bucolique, pour le prendre dans mes bras et le consoler. Oh là là, que n'avais-je fait là? 30 secondes après, il m'embrassait à pleine bouche, puis il me fit passer par-dessus la portière de la voiture et m'entraîna dans le champ de coquelicots pour m'en faire voir de toutes les couleurs. Le chagrin avait visiblement sur lui un effet aphrodisiaque impressionnant, et ma foi, si cela atténuait son chagrin, je pouvais bien me sacrifier pour le pauvre garçon. D'autant que le sacrifice avait la douceur d'une soirée de printemps sur un lit délicat de coquelicots, dans les bras d'un homme dont l'énergie animale primitive comblait parfaitement mes sens, laissés en jachère depuis trop longtemps. Après des ébats passionnés et passionnants, nous restâmes couchés l'un à côté de l'autre dans le ciel devenu étoilé, béat, souriant et repu de plaisir. Ce ne fut que l'angoisse d'inquiéter la famille si nous rentrions trop tard qui me fit m'ébrouer pour faire tomber les dizaines de pétales de coquelicots collés à ma peau. Je regardai un peu timidement Amadeo, qui me dit que depuis qu'il m'avait vu le premier jour, il avait rêvé de ce moment. Allons bon, moi qui m'étais considérée comme une épaule maternelle. Il me dit qu'il espérait de toutes ses forces que je ne regrettais pas cet instant d'égarement. Puis il s'excusa de sa fougue non maîtrisée et me dit, sans oser me regarder, que si par hasard j'acceptais de continuer à recevoir ses hommages, je résistais à lui dire que j'étais prête à recommencer illico, eh bien il me ferait découvrir une façon différente de faire l'amour qui ouvrait des horizons de délices incomparables. Me retenant à nouveau de lui dire que j'aurais bien testé sa méthode sur le champ de coquelicot, je pris une mine rougissante de première communiante pour lui dire que je découvrirais volontiers sa méthode une fois que nous aurions réintégré nos chambres respectives au château et que la mienne se trouvait au premier étage à droite, à côté du petit boudoir rose. Après 1 heure et demie de route pour le petit plaisir, durant lesquelles les caresses d'Amadeo sur la cuisse me faisaient faire des embardées, nous arrivâmes donc au château au grand soulagement de la famille qui avait cru qu'il nous était arrivé quelque chose, ce qui était le cas d'une certaine manière, et d'une manière certaine. Je leur dis que nous avions eu un peu de chauffe dans le moteur, ce qui était aussi le cas en quelque sorte. Tout le monde s'empressa autour d'Amadeo pour le consoler de son échec au concours Lépine. Et voyant que son chagrin ne semblait pas si intense que cela, maman me chuchota à l'oreille que j'avais dû trouver les bons mots durant notre long voyage de retour pour que notre charmant ami italien soit si vite remis. Puis elle passa derrière moi et, retirant un coquelicot de mes cheveux, me dit que décidément, j'étais une consolatrice hors pair. On ne pouvait décidément rien cacher à sa mère. Nous prîmes le dîner tous ensemble dans la salle de bal, transformée en réfectoire, comme à chaque fois que nous accueillions des hôtes en grand nombre. Puis, le dessert avalé, tout le monde décida d'aller se coucher, car nous étions fourbus après cette journée intense à la foire de Paris. Les enfants des familles que nous accueillions au château, ainsi que les miens, s'étaient d'ailleurs endormis sur toutes les banquettes de la salle. J'ai aidé Marie-Antoinette et Flavie à coucher Saskia, Tao et Kala, tandis que Flora jouait la dédaigneuse, s'insurgeant de devoir dormir comme les poules, et que Rocky ne lâchait pas Amadeo, continuant de lui demander des détails sur ses inventions en cours, alors que ses paupières se fermaient déjà. Une fois que tout ce joli monde fut couché et que ma mère m'eut souhaité une bonne nuit d'un air entendu, je me retirai dans ma chambre, fébrile et tendu comme un arc en attendant la venue éventuelle d'Amadeo. Par précaution, j'avais mis une nuisette de satin des plus stimulantes et une goutte de parfum sur la nuque. Inutile de préciser que malgré la journée éreintante que nous avions passée, je n'avais pas, mais pas du tout sommeil. Je n'étais sans doute pas la seule à être dans cet état, puisqu'environ une demi-heure après l'extinction générale des feux, j'entendis gratter à ma porte, ce qui me rendit hystérique, mettant mon corps dans un état d'alerte maximale. J'allais ouvrir en tremblant sur mes jambes, et à peine avais-je refermé la porte qu'Amadeo me propulsa sur le lit, tel un affamé sortant de prison après des années d'abstinence, ce qui était, ma foi, tout juste suffisant pour calmer mes ardeurs folles. Une fois la première étreinte, ou devrais-je dire le premier combat, passé, Amadeo me demanda si j'étais déjà allé en Inde, ce à quoi je répondis par la négative. Puis il me dit que 2 ans auparavant, il avait eu une aventure avec une Anglaise qui avait vécu de nombreuses années à Bombay et l'avait initiée au Kama Sutra. J'avais bien sûr entendu parler de ce recueil érotique dont les gens murmuraient le nom à voix basse et d'un air entendu dans les soirées mondaines. Cependant, même en ayant eu 5 enfants de pères différents, je n'avais jamais eu recours au moindre manuel ou à la moindre méthode pour accéder au plaisir, tant la chose me semblait naturelle et l'imagination de 2 amants suffisante.
Toutefois, dans les semaines qui suivirent, mon inventeur italien entreprit de me faire découvrir les subtilités de l'art amoureux au pays de Krishna, en y ajoutant sa touche créatrice personnelle, ô combien originale. Le résultat fut qu'après des nuits si débordantes d'activité, je tenais à peine sur mes jambes durant la journée, répondant n'importe quoi aux questions qu'on me posait, écrivant 3 fois de suite les mêmes répliques dans les comédies musicales sur lesquelles je travaillais, et comptant chaque minute de répétition avec mon cœur des lumières avant de pouvoir aller m'écrouler enfin dans mon lit. Mon repos ne durait cependant que quelques minutes, avant que le dieu hindou et italien du plaisir, qui lui est en pleine forme, ne vienne me faire goûter aux joies de la gymnastique tantrique et du yoga érotique. Après un mois de ce régime, j'étais cuite. J'aurais dû me méfier des hommes qui ont l'air de petits garçons désemparés et qui s'avèrent être des tigres insatiables. Ah oui, je me doutais bien que cet épisode ne plairait pas du tout à Archie. Je vais avoir beaucoup de mal à le récupérer. Enfin, après tout, il était bien marié, lui, à cette période. Bon, j'y vais et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot.